Betsy Mayer vient de prendre sa retraite et elle a décidé de se faire plaisir en s'offrant une escapade loin de sa ville de Skagway en Alaska. Elle a opté pour une croisière sur les Grands Lacs sans son mari et ses 2 grandes filles. Destination Cleveland, où elle a hâte de retrouver des proches pour une réunion de famille. Mais pour l'enseignante à la retraite, la croisière va vite tourner court. Son mari, qui est sans nouvelles depuis son départ, est inquiet. Il est cependant loin de se douter qu'il ne la reverra plus jamais. Le coupable a jeté son téléphone portable à la mer et fait basculer son corps par-dessus bord. S'agit-il d'un vol qui aurait mal tourné? Ou d'un acte de vengeance? Qui pourrait bien en vouloir à une enseignante retraitée appréciée de tous? Un paquebot vient d'appareiller pour une croisière de 7 jours sur les Grands Lacs avec plusieurs escales. Betsy Mayer savoure l'instant. Seule à bord de ce paquebot, elle va enfin avoir tout le temps de réfléchir à ses projets. Et à l'arrivée, elle a rendez-vous avec des membres de sa famille pour des retrouvailles prévues de longue date. Mais pour l'heure, la croisière ne fait que commencer. Pour elle, comme pour les 400 autres passagers. Elle m'avait parlé de ce voyage et de la réunion de famille qu'elle avait après. C'était tout elle. Elle donnait une autre dimension au moindre événement. C'est la première fois de sa vie que Betsy Mayer décide de faire un voyage en solo juste pour le plaisir. C'est aussi la première fois qu'elle va voir les Grands Lacs et qu'elle part en croisière. Cela fait beaucoup de premières pour un même voyage. Et sa soif de nouveauté va se révéler fatale. Betsy Mayer s'est lassée de l'enseignement et elle avait beau adorer son métier, elle a eu envie de se tourner vers une activité artistique qui soit plus qu'un simple loisir. Betsy Mayer est une enseignante respectée par ses collègues et très appréciée de ses élèves. Elle a la réputation d'être sévère mais juste et son enthousiasme est communicatif. C'est aussi une artiste talentueuse qui encourage ses élèves à développer leur créativité. Son métier d'enseignante lui a permis au fil des années d'économiser suffisamment pour réunir une précieuse collection de bijoux anciens. Betsy était vraiment à part. Elle était très attachée au passé et à tout ce qui s'y rapportait. Par exemple, elle avait un collier de perles qu'elle portait tout le temps. Elle était intarissable sur le sujet. Elle vous racontait à qui il avait appartenu, où elle l'avait déniché. C'était sa passion. Depuis quelque temps, Betsy Mayer se sent de moins en moins indispensable à la maison. Elle a besoin de réfléchir à ce qu'elle va faire de sa vie maintenant que ses filles sont autonomes. Ses filles avaient grandi et elles allaient bientôt quitter le nid. C'était le moment pour Betsy de vivre enfin sa vie et de se réaliser en tant que femme, pas juste en tant qu'épouse ou que mère. Son mari la soutient dans son souhait de s'épanouir et l'encourage à réaliser ses rêves. Bart Mayer a été un temps enseignant, puis recteur, avant de changer radicalement de voie et d'intégrer les effectifs de la police fédérale. L'enseignante à la retraite attend justement le bon moment pour être seule et faire le point. Et une opportunité va rapidement se présenter. Elle a une réunion de famille à Cleveland et tout le temps pour s'y rendre.
Betsy Mayer n'avait pas énormément de moyens, mais elle aimait tout ce qui brille, en particulier les bijoux. Elle était très fière de sa collection, surtout des perles que son mari lui avait offertes pour leur anniversaire de mariage. Certaines pièces étaient des bijoux qui avaient appartenu à son arrière-grand-mère. Ils étaient dans la famille depuis tellement d'années qu'elle y était très attachée. Le jour du départ arrive enfin. Ses proches ne le savent pas encore, mais c'est la dernière fois qu'ils la voient vivante. Betsy Mayer leur envoie un dernier texto pour leur dire que le navire vient d'appareiller. Elle promet de les recontacter dès son arrivée à Cleveland. Bart Mayer est policier et dans son métier, il est confronté au meilleur comme au pire. Et le plus souvent, il côtoie le pire. Son épouse, elle, a toujours été enseignante, ce qui l'a préservée de la violence du monde. Betsy Mayer s'apprête à passer sa première soirée à bord et elle décide de se faire belle pour le dîner. Elle aime plaire et il lui tarde de faire de nouvelles connaissances. Dans le couloir, elle croise Amanda, la femme de chambre de nuit, et lui demande des serviettes propres en prévision du lendemain. Lors du premier dîner à bord d'un paquebot, il faut faire bonne impression. C'est l'occasion de se montrer sous son meilleur jour pour que tout le monde vous apprécie. Betsy Mayer a l'habitude de se présenter aux autres et de parler à des inconnus. C'est un exercice facile pour elle. Au cours du dîner, Betsy est témoin d'une querelle de couple. L'homme a l'air alcoolisé et elle s'inquiète pour la femme qui l'accompagne. Elle décide d'intervenir, mais l'homme n'apprécie pas son ingérence et le lui fait savoir. L'ambiance n'est pas celle à laquelle Betsy Mayer s'attendait et pour l'instant, elle ne s'est fait aucun ami sur le bateau. Le lendemain matin, elle se détend sur le balcon pendant que la femme de chambre range sa cabine. Celle-ci trouve une boucle d'oreille sous le lit et l'en informe. L'ex-enseignante veut la remercier, mais l'employé refuse son pourboire. Ce qui est intéressant dans les croisières, c'est qu'on peut y rencontrer toutes sortes de gens et d'autres cultures, horizons ou classes sociales. C'est une chance de faire connaissance avec autant de personnes si différentes. Pour autant, comme dans la vraie vie, on peut tomber sur des gens malveillants. Et les personnes qui voyagent seules sont des proies faciles. Betsy Mayer est dérangée dans sa lecture par des éclats de voix derrière elle. Elle reconnaît la voix de l'homme qui se disputait avec sa femme la veille au dîner. Une fois de plus, il a l'air d'avoir abusé de l'alcool. C'est la première fois que Kevin Braxton et son épouse font une croisière. Les relations entre Deirdre et Kevin Braxton semblent d'ailleurs un peu tendues. Cependant, Betsy Mayer le trouve encore plus éméché et plus agressif que la veille, et elle ne manque pas de le rappeler à l'ordre. Pour Kevin Braxton, c'en est trop. Il se plaint à un membre d'équipage. Dans le même temps, sur le navire, un membre du personnel se permet des libertés. Alors que Betsy Mayer est toujours occupée sur le pont, elle se fait dérober une partie de ses bijoux dans sa chambre. Les antécédents des employés ne sont pas systématiquement vérifiés sur tous les navires. Et même quand ils le sont, cela n'est pas un gage de fiabilité absolue. À 1000 lieues de se douter de ce qu'il se passe dans sa cabine, Betsy Mayer se dirige vers le bar et rencontre d'autres passagers. Elle fait la connaissance d'Anthony Flack, qu'elle avait déjà croisé plusieurs fois depuis le début du voyage. Sa compagnie la met mal à l'aise,
Et elle commence à se demander s'il ne fait pas une fixation sur elle. Betsy Mayer commence à se dire que depuis qu'elle a embarqué, elle passe plus de temps à essayer de fuir la compagnie de certains passagers qu'à réfléchir à son avenir. Épuisée, elle retourne à sa cabine où elle décide de prendre une douche et de se détendre seule. Mais à peine arrivée, elle constate que ses affaires ont été déplacées. Certains de ses bijoux ont disparu. Elle n'arrive pas à croire que quelqu'un ait pu s'introduire dans sa cabine en son absence pour la voler. Elle pense qu'il y a forcément une autre explication. La femme de chambre a pu tomber sur les bijoux et décider de les ranger dans un endroit plus sûr. D'après la législation américaine, les navires ne sont tenus de signaler un vol que si la valeur des biens dérobés dépasse 10 000 $. Quand l'ex-enseignante questionne la femme de chambre au sujet des bijoux disparus, elle déchante. Au lieu de chercher à l'aider, Amanda Wilson se montre très détachée, sous-entendant même qu'elle les a peut-être simplement perdus ailleurs sur le bateau. Une réaction que Betsy Mayer juge suspecte, surtout de la part d'un membre du personnel. Le lendemain matin, elle décide de régler la situation à sa manière. Elle ne prévient pas son mari qu'on lui a volé ses bijoux, pour ne pas l'inquiéter inutilement. Et parce qu'elle s'estime en mesure de régler la question personnellement. Elle ne signale pas non plus officiellement le vol aux autorités du navire. Le soir venu, Betsy Mayer décide de sortir quand même dîner, histoire de se changer les idées. Mais c'est plus fort qu'elle. Elle ne supporte pas l'idée de laisser sa cabine sans surveillance. N'y tenant plus, elle quitte prématurément la table du dîner. Betsy Mayer a un plan pour confondre le voleur. Le coupable va forcément revenir sur les lieux du crime, et elle sera là pour le démasquer. Enquêter soi-même n'est clairement pas une bonne idée. On ne sait jamais sur qui on va tomber dans le cas où on parvient à identifier le coupable. La meilleure décision à prendre, c'est de toujours prévenir les autorités et de les laisser mener l'enquête. Effectivement, en voulant confronter elle-même le voleur, la jeune retraitée va signer son arrêt de mort. Betsy Mayer décide de s'offrir un voyage en solo pour se rendre à une réunion de famille à Cleveland. Hélas, la croisière ne se passe pas aussi bien qu'espéré. Elle a un différend avec un passager et découvre qu'une partie de ses bijoux a été dérobée. Elle finit par décider de régler elle-même le problème en tendant un piège au voleur. Mais le face-à-face tourne mal. Qu'est-il arrivé? Et pourquoi Betsy Mayer n'a-t-elle pas voulu demander de l'aide? La veille, elle a passé sa journée à observer les autres passagers. Elle a eu une altercation avec un certain Kevin Braxton, enclin à la boisson, après l'avoir entendu importuner une serveuse ainsi que sa femme. Au fil de la journée, son comportement n'a fait qu'empirer. Or, Betsy Mayer déteste les gens au comportement déplacé. Elle n'était pas du genre à rester là sans rien dire. Elle disait tout haut ce que les autres pensent tout bas, et ça pouvait la mettre en danger.
Betsy suggère à la serveuse de signaler l'attitude de Kevin Braxton à ses responsables pour qu'ils lui interdisent l'accès au bar. Beaucoup de gens ont tendance à exagérer en croisière, qu'il s'agisse de nourriture ou d'alcool. C'est très facile d'en abuser. Et chez certaines personnes, l'abus d'alcool peut se traduire par un comportement grossier à l'égard d'autres passagers ou envers des membres de l'équipage. Si Kevin Braxton boit autant, c'est peut-être aussi parce qu'il est gravement endetté. Bien plus encore que ce que sa femme n'imagine. Quand il remarque la bague que Betsy Mayer a au doigt, il lui attrape la main pour la regarder de plus près. Une règle d'or quand on voyage, c'est de ne pas porter de bijoux de valeur pour ne pas attirer l'attention et laisser penser qu'on est riche. Et c'est ce qui se passe avec Betsy Mayer. Kevin Braxton est criblé de dettes. Il cherche une issue. Et alors qu'il n'y croit plus, il remarque une femme qui voyage seule sur ce paquebot et porte des bijoux de valeur. Comme souvent avec les gens qui se comportent mal, leur réaction n'est pas de s'excuser, bien au contraire. Et tandis que Betsy Mayer retourne à sa cabine, elle ne remarque pas qu'elle est suivie de près. Puis un vol a lieu le soir même. Le face-à-face entre l'ex-enseignante et le voleur tourne à l'affrontement physique. Betsy Mayer se retrouve à terre. Elle tâtonne à la recherche de son portable ou d'une arme, tout en s'efforçant de ne pas se faire remarquer par l'intrus. Mais ce qu'elle ignore, c'est que cette personne non seulement l'a volée, mais s'apprête à la tuer. Betsy Mayer, une jeune retraitée de 55 ans, profite de ses premières vacances sans mari ni enfant. Elle s'est offert une croisière de 7 jours jusqu'à Cleveland, où elle est invitée à une réunion de famille. C'est l'occasion parfaite pour réfléchir à ce qu'elle va faire de sa vie. Mais la croisière tant attendue n'a rien du voyage idyllique qu'elle s'est imaginé. Quand la femme de chambre de jour entre dans sa cabine le lendemain, elle constate que le lit n'est même pas défait. Apparemment, rien n'a bougé dans la cabine. Il reste encore plusieurs jours de croisière, et Betsy Mayer a promis à son mari de lui donner des nouvelles une fois arrivée à Cleveland. Même s'il respecte son souhait d'être un peu tranquille, Bart a le sentiment étrange qu'il lui est arrivé quelque chose. Parfois, quand deux personnes sont ensemble depuis longtemps, elles se connaissent tellement bien qu'elles arrivent à ressentir à distance quand l'autre ne va pas bien. C'est ce qui s'est produit pour Bart Mayer. Il a senti que sa femme était en mauvaise posture. Et en tant que policier, il a l'habitude d'écouter son instinct. Alors quand il s'est retrouvé sans nouvelles de sa femme, il a commencé à s'inquiéter. Même s'il n'avait pas prévu de se reparler, il avait besoin d'être rassuré. Bart Mayer finit par envoyer un SMS à sa femme, un simple « comment ça se passe ?», sans se douter une seconde que les choses ont déjà horriblement mal tourné pour elle. Pendant ce temps, un pêcheur fait une macabre découverte sur une berge du lac Erie. Un corps sans vie échoué sur le sable. Généralement, le séjour prolongé d'un cadavre dans le milieu aquatique rend l'enquête plus délicate. L'eau a tendance à effacer les preuves et l'identification du corps est plus ou moins compliquée, suivant son état de décomposition. Même un simple relevé d'empreinte devient délicat à effectuer. Il est toutefois fort probable que ce corps soit celui de Betsy Mayer.
Parfois, un signe particulier peut servir de point de départ pour identifier le corps. Par exemple, un tatouage, une cicatrice ou une tache de naissance, ou les empreintes digitales si elles sont enregistrées quelque part, voire les travaux dentaires. En tout état de cause, c'est toujours compliqué de déterminer qui est la victime et d'où elle vient. Pour l'instant, rien hélas ne permet d'identifier le corps. En règle générale, si les empreintes digitales d'une personne ont été relevées pour une raison ou une autre aux États-Unis, elles sont consignées dans notre base de données nationale. Et une recherche est donc possible. Ce sont des informations accessibles aux forces de police à travers tout le pays. C'est une base de données cruciale. Les recherches se font par empreinte ou par nom. Effectuer des recherches dans les dossiers des personnes disparues est un travail fastidieux qui peut jouer sur le moral. Et ces recherches ne donnent rien pour l'instant. Sur le bateau, personne n'a encore signalé une quelconque disparition. Comme le navire est immense et que Betsy Meyer voyageait seule, sa disparition pourrait bien rester inaperçue quelque temps encore. La femme de chambre ou les membres de l'équipage pourraient en effet la croire sur le pont. Et ses voisins de table pourraient penser qu'elle dîne dans sa cabine ou à une heure différente. De son côté, Bart Meyer n'a toujours pas reçu de réponse à son SMS et son inquiétude grandit. Pendant qu'il joue aux cartes avec ses filles, il déploie des efforts surhumains pour ne pas laisser paraître l'angoisse croissante qu'il ressent. Je me souviens avoir entendu M. Meyer discuter avec mon père à travers la clôture et lui dire qu'il avait un mauvais pressentiment. Une nouvelle journée commence sur le lac Erie. Mais dans la cabine de Betsy Meyer, tout est identique à la veille. Cependant, cette absence de changement n'a rien d'alarmant pour les femmes de chambre. Et puis, leur planning est tellement chargé qu'elles n'y prêtent pas vraiment attention. Pendant ce temps, l'autopsie pratiquée sur le corps retrouvé sur la plage ne permet toujours pas de l'identifier. Le compte-rendu révèle toutefois une information importante. La présence d'eau dans les poumons de la victime indique un décès par noyade. Quand on tombe d'un paquebot, on tombe forcément de très haut. Et quand la personne heurte la surface de l'eau, cela génère d'importantes blessures. Il peut y avoir une perte de connaissance, des fractures. Autrement dit, si la personne ne meurt pas de la chute, elle risque de s'évanouir et de se noyer. Certains des voisins de table de Betsy Meyer finissent par s'alarmer de ne pas la voir au dîner. Face à l'inquiétude du groupe, un steward accepte d'aller vérifier sa cabine. À l'intérieur, il n'y a a priori rien d'anormal et tout semble être à sa place. L'ex-enseignante n'est pas là, mais elle pourrait très bien être sortie et se trouver avec d'autres passagers sur un autre pont. Les paquebots sont des structures énormes qui accueillent des centaines de personnes entre les passagers et l'équipage. Et il y a toutes sortes de coins et de recoins. C'est facile de s'y perdre. C'est très compliqué de localiser une personne qui, peut-être, ne souhaite pas qu'on la trouve. Et déterminer qu'elle n'est plus à bord est tout aussi délicat. Mort d'inquiétude, le mari de Betsy Meyer décide de contacter la compagnie maritime dans l'espoir d'avoir enfin de ses nouvelles. Tout le monde connaît ce sentiment atroce quand on attend un appel ou un message qui n'arrive pas. Vous avez beau être occupé, vous êtes inquiet et vous ne pensez qu'à ça. Le mauvais pressentiment de Bart Meyer ne le quitte plus. Il espère que le personnel à bord du navire pourra dissiper ses craintes. Betsy Meyer profite d'une croisière sur les Grands Lacs pour prendre du temps pour elle.
Malgré quelques accrochages avec un passager, la croisière se passe plutôt bien. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'on lui a dérobé une partie de ses bijoux dans sa cabine. Résolue à gérer elle-même la situation, Betsy Meyer se prépare à démasquer seule le voleur. Mais le face-à-face tourne mal et elle tombe sous les coups de son agresseur. Depuis, elle est introuvable. 48 heures se sont maintenant écoulées depuis la dernière fois qu'elle a été vue à bord. Et plus d'une semaine depuis la dernière fois qu'elle a eu ses proches en ligne. Entre-temps, un corps sans vie a été retrouvé sur une plage des environs. Rien jusque-là ne permet de l'identifier et sa description ne concorde pas avec celle de personnes portées disparues. Mais l'appel du mari inquiet à la police va relancer l'enquête. La demande de Bart Meyer a été relayée au capitaine du navire par la compagnie maritime. En mer, pour que tout se passe bien, il est impératif d'avoir une seule autorité référente. Un navire ne peut pas être dirigé en même temps par deux personnes différentes. Et le seul maître à bord, c'est le capitaine. C'est lui qui a autorité sur l'équipage. Cela remonte à une ancienne loi maritime. Le capitaine est celui qui décide de ce qui doit se passer, à quel moment et comment. Une annonce est diffusée via les haut-parleurs du navire, demandant à Betsy Meyer de se présenter au bureau principal. À ce stade, l'équipage la croit toujours à bord et pense qu'elle va rapidement répondre à l'appel. Une fouille de sa cabine révèle toutefois un détail singulier. Selon la femme de chambre de jour, l'ex-enseignante soigne particulièrement son allure. Alors, quand elle remarque deux chaussures dépareillées posées sur son lit, elle s'interroge. Cela ne lui ressemble pas. Le capitaine inspecte alors la cabine en personne. Et il ne lui faut pas longtemps pour se rendre compte que tous ses bijoux ont disparu. Une perle est toutefois retrouvée par terre sous une chaise. Malgré cela, le capitaine reste confiant. Il a déjà eu affaire à ce genre de cas avant, et les personnes soi-disant disparues ont toutes fini par refaire surface. Peut-être que Betsy Meyer a dîné ailleurs. Peut-être aussi qu'elle a élu domicile dans une autre cabine. Le capitaine ordonne de faire une seconde annonce pour que la passagère se présente à son bureau. Il demande aussi à parler à Amanda Wilson, la femme de chambre de nuit qu'un steward dit avoir vue dans la cabine la veille au soir. Celle-ci prétend n'avoir aucune idée de l'endroit où peut se trouver Betsy Meyer. Elle suggère au capitaine d'interroger l'homme en compagnie duquel elle se trouvait le soir où elle est sortie dîner. Se pourrait-il qu'ils aient eu un différend et que cet incident lui ait coûté la vie? L'homme dont parle la femme de chambre est précisément celui dont Betsy Meyer fuyait la compagnie. Lui aurait-il fait des avances qu'elle aurait refusées et il se serait vengé? Le capitaine demande à parler aux passagers en question afin d'obtenir des précisions. Certaines personnes ont du mal à essuyer un refus. Dans les cas extrêmes, et c'est surtout vrai chez les hommes, le refus est tellement mal vécu qu'ils en font une affaire personnelle. Ils sont blessés dans leur amour-propre et vont chercher à se venger de la personne qui les a rejetés. Ces gens sont clairement mal dans leur peau. Est-il possible que par dépit, Anthony Flack ait poussé Betsy Meyer de son balcon, la faisant passer par-dessus bord, de toute la hauteur du paquebot, ou presque? La notion d'homicide a plusieurs définitions, suivant le contexte dans lequel il se produit. Et cela se reflète dans la qualification du crime.
On parle de préméditation quand l'auteur a planifié ses actes. Et de meurtre au second degré quand il y a eu intention de donner la mort. Mais c'est généralement une réaction impulsive qui survient sous le coup d'une émotion. Il y a aussi le cas où quelqu'un décède par la faute d'une tierce personne, sans que celle-ci ait eu l'intention de donner la mort. C'est ce qu'on appelle communément un homicide involontaire. À bord, des rumeurs commencent à circuler au sujet de la disparition de Betsy Meyer. Certains de ses voisins de table se demandent si elle ne serait pas en train de tromper son mari. D'autres sont convaincus qu'elle a profité d'une escale pour disparaître sans laisser de traces. Mais personne pour l'instant ne songe à l'éventualité d'un meurtre. Betsy Meyer, passagère d'un paquebot à destination de Cleveland, est introuvable. À bord, la nouvelle de sa disparition s'est répandue comme une traînée de poudre et les spéculations fusent. S'agit-il d'un acte criminel? A-t-elle surpris un voleur sur le fait? Son mari, inquiet de ne pas avoir de nouvelles, décide de se rendre à Cleveland en avion pour l'accueillir en personne au port. Pour préserver ses filles, il prétexte que leur mère est malade et qu'il préfère ne pas la laisser seule. Il ne veut surtout pas les inquiéter inutilement. Il a pris la décision qui lui semblait être la meilleure pour ses filles. Il a essayé de les protéger en leur cachant les craintes qu'il avait au sujet de leur mère. Bart Meyer appartient aux forces de l'ordre. Il est donc bien placé pour savoir qu'il est vital que la police intervienne au plus vite. Il veut s'assurer que l'équipage prend la disparition de sa femme au sérieux et demande qu'une enquête soit ouverte dès l'arrivée du bateau. Les policiers à terre contactent le capitaine pour lui faire savoir qu'une équipe de police sera présente à l'arrivée à quai du navire prévue le lendemain matin. Ils exigent la liste de tous les passagers et membres d'équipage afin de vérifier qui a des antécédents judiciaires. Le Centre national des informations criminelles est une base de données où sont stockées les empreintes digitales et les dossiers judiciaires. C'est un système accessible aux agences de police des États-Unis et des autres pays pour effectuer des recherches sur les individus qui ont été en contact avec ces agences et voir s'ils ont un casier judiciaire. Quand une personne est portée disparue, les forces de police partagent l'information avec d'autres agences quand cette personne n'est pas de la région ou qu'elle s'est par exemple rendue dans une autre juridiction. Dans le cas de Betsy Meyer, plusieurs suspects potentiels apparaissent. À commencer par Amanda Wilson, la femme de chambre de nuit. Cette femme de 27 ans, originaire de Cleveland, a utilisé plusieurs noms d'emprunt par le passé. Et elle est connue pour des délits mineurs de type vol à l'étalage, chèque sans provision et usage de faux, mais pour aucun fait de violence. Tout le monde n'a pas d'antécédents judiciaires, bien sûr, mais si c'est le cas, les dossiers sont conservés dans des archives consultables par la police, mais aussi par les entreprises qui veulent se renseigner sur leurs employés. Souvent, les candidats à un poste doivent présenter à leur employeur potentiel un extrait de leur casier dans le cadre de la procédure normale de recrutement. Le soir de sa disparition, Betsy Meyer filme le vol en cours dans sa cabine dans le but de montrer ensuite la vidéo au capitaine du navire et de confondre le voleur. À supposer qu'Amanda Wilson soit la coupable, celle-ci a forcément été surprise de voir Betsy Meyer se ruer sur elle, et sa première réaction a sans doute été de chercher à s'en sortir. Elle n'avait sans doute aucune intention de faire du mal à l'ex-enseignante, et encore moins de la tuer. Mais si c'est elle, elle a tout de même clairement profité de la situation
en repartant avec les bijoux de Betsy Mayer après l'avoir tuée. Autre suspect potentiel, Anthony Flack, le passager auquel Betsy a faussé compagnie. Mais l'homme a un alibi. Il a passé la nuit avec une autre femme, voyageant seule elle aussi, et cette dernière a confirmé qu'il était bien en sa compagnie. Reste Kevin Braxton, le passager importun que l'ex-enseignante a cru bon de rappeler plusieurs fois à l'ordre. Son agressivité s'est-elle à un moment transformée en une colère incontrôlable? Betsy Mayer aurait-elle fait les frais de cet accès de colère? Et Braxton, ivre et furieux de ne plus avoir accès au bar, aurait-il laissé sa colère l'emporter? Il était tellement ivre qu'il a très bien pu céder à un coup de folie passagère. Ou alors il a surpris Deirdre, sa femme, en train de discuter avec Betsy Mayer après leur dispute. Peut-être souhaitait-elle se confier ou être conseillée, y compris au sujet de leurs soucis financiers. Ces hypothèses sont-elles plausibles, compte tenu de l'état d'ébriété de Kevin Braxton cette nuit-là? Quand une personne a de l'alcool dans l'organisme, elle n'est plus aussi fiable. Sa perception des événements se brouille. Et quand elle se retrouve dans son état normal, c'est difficile de savoir si les faits qu'elle rapporte sont de vrais souvenirs ou pas. Et si Deirdre Braxton était impliquée dans cette affaire et avait aidé son mari alors que Betsy Mayer n'était plus en état de fuir? Pendant ce temps, Bart Mayer arrive au commissariat de Cleveland et reconnaît le corps de sa femme sur les photos du légiste. Il est sous le choc. Il se renseigne sur ses blessures et sur les éventuels effets retrouvés sur elle et apprend qu'elle ne portait pas ses bagues. L'enquêteur convoque Amanda Wilson pour une audition. Ses antécédents de vol font d'elle une suspecte potentielle. Par téléphone, Bart Mayer apprend à ses filles restées en Alaska que leur mère est décédée. Il préfère le leur annoncer lui-même plutôt qu'elles n'apprennent la nouvelle par les médias. Le jour où on a su pour Betsy, mes parents se sont précipités chez eux. Je me souviens qu'on était tous sous le choc. On n'arrivait pas à croire qu'il ait pu lui arriver une chose pareille. C'était une personne tellement merveilleuse. À Cleveland, les enquêteurs rayent Kevin Braxton, le passager agressif, de la liste des suspects. La nuit où Betsy Mayer a disparu, il était à l'infirmerie du navire et pas juste à cause de son abus d'alcool de la veille. Il y est resté en observation après s'être blessé à la tête dans sa cabine lors d'une énième dispute avec sa femme. Cette dernière, craignant que la blessure soit grave, avait appelé le médecin de bord pour qu'il examine son mari. Et le compte-rendu médical confirme le séjour de ce dernier à l'infirmerie. L'enquête se concentre à présent sur Amanda Wilson. La femme de chambre est de plus en plus suspecte, surtout depuis que le mari de Betsy Mayer a confirmé aux enquêteurs que sa femme ne portait plus ses bagues. Face aux enquêteurs, l'employé du bateau soutient n'avoir aucune idée de ce qui a pu arriver à la victime. Mais l'enquête va révéler qu'elle ne dit pas toute la vérité. Les bagues de Betsy Mayer sont retrouvées à son domicile. Elle n'a même pas pris soin de les cacher, comme si elle se croyait au-dessus de tout soupçon. Il n'en faut pas plus aux policiers pour la mettre en état d'arrestation. Et contre toute attente, elle passe très vite aux aveux.
Elle affirme n'avoir jamais eu l'intention de tuer l'ex-enseignante, mais le vol aurait mal tourné. Et dans la panique, elle aurait jeté le corps par-dessus bord. Cela n'arrive pas souvent qu'un coupable avoue aussi facilement un tel crime ou sa participation à un tel crime. Généralement, pour le suspect, c'est une délivrance. On peut voir son soulagement quand il libère sa conscience. Mais cela n'arrive pas souvent qu'une personne admette sur le champ avoir tué quelqu'un, sauf si cette personne souffre de problèmes psychologiques. J'imagine que se délester de ce poids, même quand vous savez coupable, c'est une forme de libération. Elle en avait tellement rêvé de ce genre de vacances. Ce drame n'aurait jamais dû arriver.